et ils se sont dit qu'ils ont démissionné du FNDC. Vous êtes au courant de ça. Donc, ce qui s'est passé, parce que la première manifestation, c'est quand on avait vu que le CNRD est en train de modifier la trajectoire de la transition, les 10 points donnés. Mais ça trouvait qu'on avait consommé déjà une année, presque une année et la moitié, parce que c'est en 2022 que ça a commencé, les manifestations. Vous pouvez voir, les dates sont données. Donc, ceux qui étaient là, qui démissionnent, qui ne démissionnent pas, la femme de Ibrahima, je ne dis pas qu'il ne parle pas avec sa femme, mais c'est ce que tu l'as dit, c'est la presse qui a désigné 2 personnes qui sont parties. Et la femme d'Ibrahima n'était pas membre du FNDC. La femme de Bureau n'est pas membre du FNDC. La femme de Fonike, comme la femme de Mamadi Onivogui. Alors, moi, personnellement, les gens parlent. C'est une logique. La cohérence, ça dépend. Mais aussi, dans un couple, il y a la liberté individuelle, hein, qu'on ne peut pas violer. Tu peux être avec ta femme, mais si elle a une opportunité et que toi, tu n'es pas le manager de l'opportunité, tu peux pas l'empêcher. Voilà un peu la situation qui est là. Si j'ai répondu à ta question, ok, mais c'est ce que moi je peux dire dans ça. Donc nous ne les condamnons pas parce que ça s'est fait avant les manifestations. Mais si c'était les manifestations en cours, cela est fait, ok. Mais les gens avaient fait CNT avant qu'on le fasse. Vous pouvez voir les coordonnées que je parle, parce que tout ce qu'on dit dans cette vie, c'est sur les réseaux sociaux, c'est dans les médias. Moi, je donne le bénéfice de doute par rapport à votre sortie, mais je reste toujours perplexe et je reste aux observations. C'est clair et net. Monsieur le Fouti, en fait, moi, sur le voyage à Conakry, je vous fais entièrement confiance à partir de maintenant, parce que je souhaitais discuter avec une personne qui allait me confirmer avoir discuté en appel vidéo avec Ibrahima Diallo, quelqu'un de confiance. Donc moi, à partir de là, je tourne la page, je fais confiance. Il n'a pas été à Conakry. Je vous fais confiance, réellement. Il n'a pas été. Oui, franchement, je vous fais confiance parce que vous me dites d'avoir discuté avec lui en vidéo et qu'il était sur la neige, etc. Mais en fait, ce qui nous gêne avec moi, c'est Non, mais monsieur Pitaka, il faut dire aussi que c'est un média qui a publié ça. Donc, non, oui, s'il te plaît, je finis. Ce média, il faut dire que c'est un média. Attends, s'il te plaît, il faut te calmer. En fait, ben, ce que je trouve troublant dans cette situation de M. Ibrahima Diallo, c'est cette dernière interview avec TV5. La veille, El Asselou s'était prononcé sur la conduite de la transition, sur ce qu'il pense maintenant des actions qu'on devait mettre en place, ou la position que devaient tenir les forces vives vis-à-vis, ou les Guinéens vis-à-vis de Maï Doumbouya. Il était catégorique, ni par le dialogue, ni par d'autres principes démocratiques. On ne pourra pas, on doit affronter frontalement Maï Doumbouya et avec sa bande maléfique, etc., etc. Et le lendemain, lui, il vient sur TV5, il dit non, la gente a intérêt à ouvrir le dialogue pour ne pas continuer à gérer le pays dans la répression systématique. Merci Pitaka. Merci Pitaka. Moi, je trouve que là, franchement, il est venu, c'est comme si on l'appelait, on dit, toi, tu es de la foule, vous êtes de FNDC, c'est vous qui êtes battu comme c'est loup. Ils ont tous appris, hein, parce que j'ai vu dans tous les médias, comme BBC. Ils en ont tous parlé. Donc, ils se disent, avoir quelqu'un d'autre qui va venir dire le contraire, nous, on veut le dialogue. Donc, ça pose problème quand même. Ok. Bon, là-bas, je pense qu'il m'avait envoyé le truc, j'ai publié aussi. Mais il va falloir comprendre certaines choses. C'est compliqué. Et il faut que j'aille à la racine, que vous compreniez. Au fondement du FNDC, chacun de nous avait son mouvement. Sincèrement. Chacun de nous avait son mouvement. Et Ibrahim a sorti aujourd'hui, parler au nom du FNDC, il a raison. Mais vous deviez comprendre une certaine chose. Après la dissolution, il y a eu des décisions internes qui sont prononcées, qu'il faut respecter. C'est pas une dissolution, nous on l'a pas dissous. Les stratégies ont changé. Mais c'est que il y a les déclarations des forces vives qui se font avec en parfaite collaboration avec les partis politiques. Il y a les décisions du FNDC proprement dit, il faut prendre en considération parce que vous savez que le FNDC un temps est arrivé, le FNDC dernière version. Écoutez-moi très bien. C'est le FNDC plus le FNDC politique. Vous qui êtes là, vous connaissez le FNDC politique parce que excusez-moi, l'UFDG en allant au 3e mandat avec Alpha Condé, il a fallu d'abord démissionner du FNDC. Nous sommes tous là, ce que j'ai dit, si j'ai dit quelque chose de faux, dites-moi tu mens. Ça, c'est écrit. Donc, c'est resté Sidia et Ali Ouba qui constituaient le FNDC politique. Regardez sur tous les posters qu'on faisait. Alors, si le président Selouda Linsor, il parle au nom de son parti, si c'est les forces vives, il y a une équipe de rédaction pour parler au nom des organisations qui constituent les forces vives. Si le FNDC sort en tant qu'activiste, en tant que, société civile, il y a la rédaction. Si quelqu'un sort, il y a la façon de se prononcer. Parfois, ça crée beaucoup de troubles dans la tête des gens. Hein. Ça crée. Sinon, moi, ma position, elle est catégorique. Beaucoup me suivent. Il n'y a aucune négociation. Mais quand lui sort, ça c'est sur ma base que je dénonce.
Ça, c'est personnel. Mon opinion personnelle ne doit pas être confondue forcément avec la conduite du FNDC. Mais quand il sort sur une plateforme, la société civile a un rôle d'alerte, a un rôle de dénonciation, mais a un rôle de dialogue. Peu importe le mot dialogue, ça fait mal dans cette circonstance précise, parce que moi, j'ai dit, pour moi, il n'y a pas de dialogue. Mais si c'est une société civile, il y a des principes. Il faut être acteur de la société civile, très imprégné pour savoir, quand tu es sur une plateforme où tu parles ton opinion, je donne l'exemple, le vendredi, je serai sur une plateforme panafricaine, une grande radio. Ce que je dois dire là-bas, si je dois parler au nom de Mamadi au niveau qui j'ai ma précision, si je dois parler au nom du FNDC, j'ai ma précision. Donc, il y a l'autonomie personnelle, l'opinion personnelle, et il y a l'interdépendance des opinions, mais il y a l'opinion d'une organisation. Mais si la société civile, qui devrait être un gardien des acquis de la République, qui devrait dénoncer. Vous connaissez l'émission du truc. Tu sors là-bas, le comportement de la société civile ne doit pas se confondre au comportement des partis politiques. C'est très sincèrement dit. Oui, vous voyez le président Selou, quand il sort, il parle au nom de l'UFDG, il y a sa précision. Maintenant, parfois, d'autres le taxent encore quand il sort pour parler au nom des forces vives. Regardez les deux discours ne sont pas les mêmes. Mais c'est aussi compliqué si tu n'es pas dans la boîte de comprendre ça. C'est aussi compliqué. Ce qui gêne dans le discours, d'accord, ouvrir le dialogue, nous sommes tous d'accord si c'est pour échanger autour des modalités du départ de Mamadi Doumbouya. Mais il précise l'objectif il dit ils doivent ouvrir le dialogue pour ne pas continuer à gérer le pays dans la répression systématique. C'est ça. Mais ouvrir le dialogue, c'est pas un dialogue que Mamadi reste. Vous avez vu, moi j'ai défini de ma manière. Ouvrir le dialogue ne veut pas forcément dire Mamadi reste. Ceux qui ont suivi ma vidéo, on peut ouvrir le dialogue. Mamadi démissionne. Mamadi a beaucoup volé. Moi-même, j'ai donné ma position. Mamadi a beaucoup volé pendant les 5 ans. Aucun président n'a jamais volé. Lansana Conté n'a pas 10 étages à Conakry. Sékou Touré n'a pas 10 étages en Guinée. Et comment Dadis n'a pas 10 étages. Mamadi a plus de 20 étages. Mamadi a acheté des hectares. Mamadi seul a cette radio. Mamadi seul. Il a pris le contribuable comme étant l'argent de la poche. La seule manière de dialoguer, c'est que Mamadi doit démissionner. Il peut voler son argent, il va en France. Après, nous, on va le récupérer pour le juger. Mamadi doit quitter. Si possible, organiser, c'est-à-dire, tout doit se faire sans Mamadi. Tout le problème, moi, mon dialogue va dans ce sens-là. Chacun a la notion de tout contrefaire. La notion de dialogue est vaste. Ibrahim n'a pas défini quel dialogue il veut. Mais, en ce que les 80% des Guinéens aujourd'hui, si les demandent quel dialogue ils veulent, il faut mettre tous les membres du CNRD hors du dialogue. On définit les paramètres du dialogue. Mamadi quitte, on organise une élection transparente avec un opérateur. C'est ce que je disais. Mais monsieur vous savez que ça ne va jamais arriver. Et attendez 30 secondes. Vous savez, il ne faut pas qu'on aille dans des choses qui ne vont jamais arriver. Ça, c'est des faux rêves. Vous comprenez? Le départ de Mamadi est un dialogue. Le départ de Mamadi est un dialogue. Non, mais Mamadi, la seule façon de le faire partir, c'est la façon dont il est arrivé. C'est clair, il n'est pas dialogue. Mais en même temps aussi. Pitaka, tu peux rejouer cette vidéo, s'il te plaît, Pitaka. Parce que moi, je pense qu'il y a de l'amalgame. Écoutez, c'est pas le fait que Mamadi doit aller. Depuis que Mamadi a dévié la transition, tout le monde dit que Mamadi va aller. Mais quel est le dialogue que tous ceux qui sont opposés ont mis en place pour faire partir Mamadi de la manière il est venu? C'est ça le problème. Depuis qu'on a commencé à manifester, c'est le souhait de tout le monde. Hey, même si il faut être guinéen hypocrite pour dire que je veux que Mamadi quitte paisiblement là-bas. Quelqu'un qui est habitué au luxe du pouvoir, quelqu'un qui est habitué et qui a la boulimie du pouvoir, qui considère que Mohamed Seyd c'est un mouroir. Monsieur Mamadi Ounibogui, le départ des dictateurs ne se négocie pas. On les fait partir. Ça ne se négocie pas. Aucun dictateur n'a négocié son départ. Et sortez dans ça. Il faut qu'on soit des réalistes. Attends, s'il te plaît, il faut te calmer. C'est ce que je le fais comprendre. Écoutez, c'est ce que je dis. Depuis que tout le monde dit que Mamadi va partir, les partis politiques ont fait quoi pour faire partir Mamadi de la manière il est venu? Mon frère, je ne veux pas te parler de beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. Sinon, les gens se sont mis ça. Mais combien de personnes sont portées disparues? Le fait seulement, ils parlent avec des opposants. Il n'y a aucune stratégie pour faire Mamadi partir. Donc, il faut, même si on doit faire partir Mamadi de la manière il est venu, Mamadi a utilisé toutes les stratégies. Il faut un dialogue sincère pour trouver les stratégies de le faire partir de la manière il est venu. C'est aussi un dialogue. C'est pourquoi je dis, lui, il a sa façon de concevoir, il n'a pas défini les modalités. Mais même la lutte qu'on a dit ici, si on doit faire partie Mamadi, vous et moi, on doit organiser un dialogue, c'est ce qu'on avait dit ici,
On devrait consulter les autres, même de l'autre côté, avec l'UFDG, on a dit de consulter toutes les couches, mettre, il faut d'abord, parce que presque toutes les couches se sont déjunies, c'est ce qu'on fait. Sinon, si on ne partait pas en rang dispersé. On doit aller dans cette mesure maintenant, c'est ce qu'on doit mettre en place. On ne doit plus aller à gauche et à droite, négocier ça. Est-ce que je peux avoir une motion? Attendez, 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. 30 secondes, monsieur Pitaka. Je veux dire que toutes les activités aujourd'hui, toutes les actions qui doivent être menées aujourd'hui, elles doivent être menées juste dans le départ de Mamadi. Rien que dans ça. On doit être dans cette perspective. Pas plus, pas moins. Combattre Mamadi, combattre le CNRD. C'est tout. Je pense aussi, il faut un combat frontal. Mais il faut qu'on définisse maintenant les paramètres de ce combat frontal. Parce qu'un combat frontal, il faut définir toutes les stratégies. Et toutes ces stratégies-là, c'est le dialogue entre les parties prenantes qui sont opposées à la conduite de la transition. Mamadi est venu pour TIS, il mourra pour TIS. Il n'est pas président et il ne sera jamais président. Mais qu'est-ce qui nous permet de faire que Mamadi s'en aille? C'est là, c'est bon. On peut dire concertation entre nous aussi, c'est bon. Si le mot dialogue est trop fort, c'est parce que les gens pensent que quelqu'un va dialoguer avec Mamadi qu'il reste. Mamadi ne veut pas quitter. Les gens qui étaient des vendeurs de pièces à Madina ne veulent plus quitter. Il faut les faire partir frontalement. Je ne veux pas utiliser les mots durs, quoi. Dis-moi ce que vas-y. D'accord, déjà, moi, je voudrais d'abord que tu comment dirais-je, que tu rejoues la partie là, parce que moi je pense qu'il y a une question de compréhension là, parce que pour moi, lorsqu'il parle de dialogue, c'est comme ce que tu as dit, je m'enligne derrière tes paroles. Donc si tu pouvais au moins cette partie là où il dit que ouais, la dernière partie, ouais. Voilà, la dernière partie. Avant que je continue, s'il te plaît. Voilà. Monsieur Joseph Kandé. Oui. Des arrestations. Avez-vous envie de dire aux autorités guinéennes? Oui, je vais t'appeler. Généralement, éventuellement. La junte a intérêt de s'ouvrir pour le dialogue. Parce qu'elle ne peut pas continuer à gérer le pays dans la répression systématique face. Voilà. Parce que là, il dit que, moi, ce que je comprends ici, que si elle doit continuer à gérer le pays, c'est juste il faut qu'il y ait un dialogue. Voilà. Est-ce que vous voyez? Moi, c'est ma façon de comprendre. Déjà, d'abord, on sait, monsieur Onivogui, vous-même, vous venez d'affirmer votre, comment dirais-je, votre logique que vous suivez, c'est que Mamadi doit quitter impérativement. On le sait, il n'est pas légal. Il n'est pas légitime. C'est quelqu'un qui va tout faire pour asseoir son pouvoir. Ça, c'est donc. Maintenant, de deux, pour qu'il y ait un dialogue, pour que Mamadi accepte un dialogue entre vous et nous, tout le monde le sait, il faut qu'il y ait des impératifs pour lui. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une couverture pour lui. C'est celle de le laisser peut-être partir sans être inquiété par la justice. Et sa constitution même le dit. Est-ce que vous voyez? Donc, et même si c'est le cas, personne, moi en tout cas personnellement, je ne vais jamais dialoguer dans ce sens-là. Mamadi doit payer pour ce qu'il a, pour ses forfaitures. Donc, c'est pour vous prouver que en aucun cas Mamadi ne va accepter un dialogue, parce que la seule manière, comme je le dis, qu'il accepte un dialogue, c'est pour le dédouaner après. Il faut qu'il soit sûr qu'il doit être dédouané. C'est une capitulation. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Est-ce que vous voyez? De l'autre côté, vous avez dit, moi, j'apprécie vraiment vos sorties, parce que je sais que vraiment, vous êtes une personne de confiance d'après ce que d'après vos dires et vos révélations ici. Maintenant, si vous dites que vous, à la seule manière, votre lutte concerne le déguerpissement de Mamadi au pouvoir. Maintenant, si un collaborateur, de l'autre côté, vient sur comment dirais-je, une radio, une télé, qu'on sait déjà qui est biaisé, comment dire, corrompu, qui est à la solde du gouvernement français, et que lui, il parle de dialogue, je pense qu'il y a divergence entre nous. Est-ce que vous voyez? Et plus particulièrement au sein de votre organisation. Est-ce que vous voyez? Et là, ça va à rendre dispersé. Et si maintenant, nous, on veut, dans l'ensemble, que on veut que Mamadi déguerpisse, il faudrait pas qu'il y ait, comment dirais-je, diversion entre nous. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'on conjugue le même verbe. Je suis tout à fait d'accord avec vous si vous essayez d'expliquer la manière dont vous fonctionnez au sein de votre organisation. Mais moi, en aucun cas, je peux croire qu'il peut y avoir un changement ou bien qu'il peut y avoir un gain de cause si les gens vont en rendre dispersés, surtout au sein d'une même organisation. Est-ce que vous voyez? Vous devez conjuguer le même verbe, c'est-à-dire... Ok, je t'apporte juste une motion. C'est que c'est un peu difficile. Je vous dis, chaque nuit, regardez seulement, je vous suis parfois jusqu'à 4h, 5h. C'est là où je suis là même. Parfois, ils disent que je passe toute la nuit à parler, ils savent pas quoi, ou bien je dors pas. Parce que le problème est que, comment on dit ça? Ce sont les oiseaux de même espèce qui marchent ensemble. Il y a ce qu'on appelle la dissimulation. Je sais pas si mon mot est bien compris. C'est que moi, j'ai beaucoup aimé le groupe.
j'ai beaucoup aimé vos débats, mais tellement que parfois vous êtes tranchants de telle sorte que, excusez-moi de tout ce que je dis, hein, excusez-moi pour la bonne compréhension. Quand vous faites, il y a une partie qu'on appelle la sécurité, mon frère, ça c'est un droit humain. Et de l'autre côté, les 48 lois du pouvoir, il y a le numéro 1, le numéro 3 et le numéro 4 qui sont très importants. Et c'est ce qui fait que parfois, en Guinée, nos combats parfois échouent. Tu vas bien me comprendre. Et quand je parle avec toi, et que toi, tu dois connaître tout ce qui est dans l'intestin de Mamadi au niveau Guy, c'est qu'en ce moment, tu ne veux pas aller avec moi. La meilleure façon de lutter contre un dictateur, c'est de dissimuler vos intentions. Vous m'entendez un peu ce que je dis? Et je prends un exemple. Quand on sort, on dit une manifestation pacifique, tout. Institutionnellement, on doit bien communiquer, n'est-ce pas? Quand il y a des rapaces, est-ce que c'est toi ou bien c'est moi? Non. Donc, et toi-même, tu as dit quelque chose. Moi, regardez dans tous mes interviews, je ne suis jamais pensé sur RFI. Regardez toutes les presses, vous allez me voir Al Jazeera, peut-être TV5, parce que moi, personne ne manipule mon opinion. Excusez-moi. Je suis comme beaucoup d'entre vous, hein. Mais il y a ces médias, quand tu parles, d'abord, vous savez, France 24, ce que ça veut dire. Vous savez qui est derrière Mamadi. Vous savez. Alors, si Ibrahim parle là-bas, il doit dissimuler ses intentions. Certes, ça fait mal de la manière que vous concevez. Près de 75 à 80% des Guinéens savent ça. Mais dans une lutte, si vos intentions ne sont pas dissimulées, tu dis exactement ce qui est dans l'estomac, ça ne vaut plus la peine de parler parce que les stratégies de combat, il y a une recommandation qu'on appelle l'art de la guerre. Essayez de dire ça. De Napoléon Hill. Quand tu dis ça, vraiment, les 7 manières de combattre un ennemi dictateur, c'est de dissimuler vos intentions. Oui, mais plus je comprends. En fait, oui. C'est le résultat que ça produit. Nous, c'est l'effet du résultat que ça produit. Parce que ça donne l'impression à l'opinion internationale qu'en Guinée, ce sont des politiques qui ne souhaitent pas le dialogue. Ce sont des politiques qui veulent aller en contradiction frontale avec le régime. La société civile, elle demande le dialogue. C'est le résultat que ça produit. C'est pas seulement ça produit un résultat négatif pour l'opinion. Oui, non, il faut attendre aussi que je finisse. La communication, attendez, je finis avec mon frère qui a parlé. Je sais que la communication est compliquée. Hein. Je suis médecin, je le dis, mais quand tu rentres dans ces choses-là, il faut être outillé dans ce sens. En matière de communication, l'information est différente de la communication. L'information, tu dis quelque chose, tu fais passer. Mais la communication, la véritable, est une communication courte, blindée et qui peut être mortelle. Mais en matière de communication, dès que tu dis toutes tes intentions, c'est que ce n'est plus une communication, ça devient une information. C'est un peu compliqué, c'est ce que je dis. Dans les combats, je pense que avec tout ce qu'on fait, ce qui devrait être dans les équipes, pour ne pas toujours que vous partez, même en réunion, vous passez plus de 6 heures pour quelque chose, vous devez débattre pour 45 minutes, il faudrait une mise au point parce que chacun a sa façon de réagir, chacun a sa façon de comprendre, chacun vient de trucs. Sinon, moi, je suis médecin, j'ai quoi à foutre dans ça là? Comprenez, si ce n'était pas que je suis allé en Corée du Sud, j'ai fait ces formations-là, je n'ai rien. Avant d'aller là-bas, je m'en fichais pas mal de ces trucs-là. J'étais en Guinée, je m'en fichais pas mal de l'activisme. Vous qui êtes là, beaucoup ont commencé avant moi. Mais le problème est que il faut que les Guinéens, c'est ce qui faisait parfois, c'était compliqué, hein, même au niveau de l'UFDG. Quand le président sort, il dit quelque chose, chacun veut entendre ce qu'il pense. Et le communicateur, il prononce ce qu'il dit. Mais de la manière, c'est conçu par les récepteurs, le ou les récepteurs, chacun analyse de sa façon. C'est comme un discours, hein. Quand, comment dirais-je, mon frère qui parlait, il a fait un discours, je vais comprendre. C'est comme hier, tout le débat que vous avez fait, il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures. L'autre est choqué parce que peut-être il a entendu ce que personne ne doit lui dire. Et d'autres ont l'habitude d'être, qu'on les dise les mêmes choses et il absorbe. Peter, quand on l'a dit ça plusieurs fois, lui, sa peau est lisse maintenant avec cette forme de communication parce qu'on l'a insulté de la sorte. L'autre, il est allergique à ça. C'est très difficile de régler. Mais c'est que, il le faut, c'est comme ça dans les plateformes françaises qui sont parce que depuis que moi, on s'est vu à l'Union européenne avec l'ambassadeur voleur là, excusez-moi, depuis moi, il m'a traité quelqu'un d'extrémiste parce qu'il voulait nous convaincre à aller avec les gens là au moment où on ne pouvait plus coopérer. Moi, je ne passe plus dans une radio française si ce n'est pas TV5 que je peux avoir la maîtrise. Mais si Ibrahim accepte de passer là-bas, c'est qu'il a sa stratégie de communication. Parce que moi, je ne peux pas aller là-bas, soit c'est le journaliste qui m'influence ou bien je veux parler pour dissimuler les choses pour ne pas dire la vérité. Moi, c'est le franc-parler. Et que chacun a sa façon de communiquer. Sinon, il ne dit pas quelque chose. Je dis bien, toute négociation avec Mamadi Doumbouya, c'est que lui et toute sa bande criminelle est incapable, ils doivent partir.
Si c'est pas ça, ça n'a pas la raison. Moi, je ne m'associerai pas à un combat ici qui constitue à mettre Mamadi Doumbouya, le boucher de Conakry à la tête, dire que ça va fonctionner. C'est faux. Et c'est archi faux. Voilà un peu Monsieur Onivogui, oui. je comprends ce que vous dites. Vous avez tout à fait raison. Mais vous concluez avec moi, vous êtes d'accord avec moi que ces médias-là sont des médias corrompus, n'est-ce pas, qui sont presque à la solde de l'État français, n'est-ce pas? La plupart de ces médias. Ça ne peut pas passer là-bas. Si tu acceptes de débattre, moi, je sais cela. La plupart, je suis sûr que la plupart parmi nous ici le savent. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si à partir du moment où on a ça en tête, ne pensez-vous pas que venir sur ces médias-là, qui ont presque une maîtrise dans la communication, ne serait pas un piège? Parce que non seulement, regardez comment ça s'est passé. Il y a monsieur Cellou Dalein, qui déjà d'abord, moi j'ai vraiment apprécié le fait qu'il a fait ce discours-là, pas sur un média français ou quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez? Il est passé d'une autre manière. Il le sait. Moi, j'ai jamais accepté, je n'ai jamais supporté que quelqu'un qui lutte contre un gouvernement comme celui de Mamadi passe sur des médias français comme celui-là. Est-ce que vous voyez? Celui Dalein est passé à travers un autre. Il a utilisé un autre moyen. Maintenant, même pas 24 heures, on invite quelqu'un de la société civile, c'est-à-dire du FNDC, et qui vient là-bas, sachant que déjà d'abord que ces médias-là, on sait déjà, vous et moi, on le connaît. Vous pensez pas que c'est un peu une stratégie pour eux, pour venir mettre une contre-opposition de ce genre? Parce que pour moi, tu dis la même chose. C'est peut-être la façon de penser. Celui-là est très important. Il est très intelligent. S'il doit dire quelque chose, il sait que ça vous pensez que celui-là n'allait pas appeler passer là-bas pour dire ce qu'il a dit sur sa page? Mais c'est ce que j'ai dit. Je dis l'opinion personnelle, tu fais ça sur ta page. Il a fait sur sa page. Mais beaucoup de médias ont interprété autrement, n'est-ce pas? Mais il sait que le seul lieu où il doit passer, c'est quelqu'un. Il est stratégique en fait. Il est très stratégique. Il sait que dans une plateforme de France 24, il ne peut pas dire ça là-bas. Il a sa page Facebook qui est habilitée à dire son opinion en tant que leader et en tant que citoyen de la Guinée. Et c'est pas à confondre avec quelqu'un qui parle là-bas. C'est le gars, parfois, quand il communique sur France 24, les gens disent non, peut-être il veut négocier, non, c'est comme ça. C'est exactement. Il sait ce qu'il doit dire sur la page, il sait ce qu'il doit dire sur les plateaux. Même sur sa page, c'est la première fois qu'on voit celui-là parler avec ce ton-là. Même sur sa propre page, c'est la première fois que moi je l'ai vu avoir ce type de ton. Et sans victimisation, aller attaquer Mamadi Doumbouya dans ses moindres retranchements et dire que traiter la junte de bande maléfiques, etc., qu'on ne peut plus discuter avec eux ni échanger, on doit aller frontalement. Vous voyez, même sur sa page, c'est la parce qu'il a épuisé toutes les voies. Je dis, c'est parce qu'il a épuisé toutes les voies de non-violence. Un leader, il faut privilégier les voies de non-violence. C'est ça, maintenant, quand Ibrahima Diallo, il a déjà écouté ce discours-là. Il devait savoir que soit, écoute, là, il y a un piège, ou parce que cette question-là, elle viendrait. Oui, vas-y. Bon, je salue tout le monde. Hein. Mamadi, j'espère que tu te portes bien, ça va? Oui, je me porte très bien. Je vais très bien. Dieu merci. En tout cas, le combat continue. Ouais. Le combat continue. Que Dieu nous accorde la chance de voir ce peuple libéré de cette situation. Amen. C'est notre prière, c'est notre souci. C'est important ce que nous disons ici. Nous partageons, je crois, que tous la même chose, le même souci. Parce que ce que subit aujourd'hui les Guinéens est inacceptable. Parfois, par émotion, on veut aller à la vitesse supérieure. Si ça peut se faire, que Dieu nous le donne. Cette chance-là et la possibilité de le faire. C'est-à-dire en une fraction de seconde. C'est ce que nous souhaitons tous. Et donc, moi, par rapport à ta communication, la liste, je vais revenir parce que je ne veux pas rentrer dans ça. On en a parlé. Je pense que tu as été un peu plus explicite. Tu as trouvé les mots, peut-être moi, je n'avais pas hier trouvé. Et pour ça, franchement, je te le concède. Et je considère que nous sommes tous dans la même lutte, quoi. Okay. Et ce qui est clair, la liste que tu as libérée, qui se trouve aujourd'hui au niveau des institutions, nous devons l'utiliser. Et il faut que le peuple guinéen s'en rende compte de la dangerosité de la situation dans laquelle est plongé ce pays-là aujourd'hui. La thématique du jour était consacrée sur le cas du Libéria. Ouais. Et la crise monétaire, situation de liquidité qui manque par leur incapacité. C'est-à-dire, c'est une honte. D'ailleurs, ce sujet, franchement, il faut qu'on en parle. C'est important que les Guinéens s'en rendent compte. Aujourd'hui, les gens montrent, le CNRD a mis sur la place publique leur incapacité notoire de gestion d'un État. Nous n'avions jamais connu ce genre de situation depuis que la Guinée est Guinée. Tout le monde sait que le citoyen lambda qui est à la maison, qui fait son commerce, qui fait ses business, ne détient pas les billets des banques qui se trouvent à la Banque centrale. Cette gestion relève des compétences du gouvernement. C'est à eux d'assurer cette situation.
Mais il se permet aujourd'hui de dire des choses pour mettre les populations en conflit. Mais ça doit être clair dans la tête des Guinéens. Sortons dans cette situation. Et pour sortir de cette situation, la question nous revient tous, surtout la population guinéenne. Vous qui êtes à Conakry, tout ce que les gens disent, le travail abattu ne doit pas franchement être en vain. Il faut qu'il y ait franchement un résultat. Des appels d'ici et là, des leaders aujourd'hui déterminés à en découdre avec le CNRD devraient être entendus par des oreilles. C'est de ça qu'il s'agit. La souffrance aujourd'hui a pris un niveau qu'on ne peut pas imaginer pour un peuple comme la Guinée. Et donc, vous devrez en être conscient de la situation. Cela devrait vous motiver. Cela doit aujourd'hui vous amener comme a fait les femmes de Cancan. J'ai vu des femmes qui sont sorties, j'ai vu des mamans qui sont sorties. Et ça ne doit pas se limiter là. Il faut que tout ce pays-là, c'est-à-dire toutes ces préfectures, surtout les femmes, vous êtes franchement les personnes qui subissent le plus cette situation. Et donc, à vous franchement de prendre le devant. Parce qu'à travers vous, ça peut protéger cette population-là. Et les autres qui seront derrière pourront avoir la force de faire ce qu'il y a lieu de faire. Moi, je crois en ce peuple-là. Je sais que c'est un peuple très résilient. Mais vous êtes au dos. Nous sommes au dos. On ne peut plus respirer. Nous ne voyons plus les choses. Le matin, tu te lèves, c'est avec l'angoisse. Tu te couches la nuit avec la peur au ventre. Quand est-ce qu'on va venir m'arrêter? À cause de quoi? À cause de ce geste que j'ai fait aujourd'hui. Donc, il faut que nous arrivions franchement à sortir de là. C'est de ça qu'il reste à faire. C'est tout ce qui reste à faire. C'est ce qui nous revient comme devoir aujourd'hui pour sauver la République. Libérer la nation dans les mains de ces gangsters. Aujourd'hui, personne n'est payé. Les gens vont devant les banques primaires pour retirer de l'argent, prendre leur salaire. Il n'y en a pas. Pourquoi? C'est parce que la gestion n'est pas saine. Ils n'en ont pas la maîtrise. C'est pas, ils ont pris nos élites, le mettre dans des situations, c'est-à-dire le mettre en prison. Et ils ont considéré des gens qui n'en veulent pas la peine, mettre à des places, des fonctions de responsabilité dont ils n'ont aucune connaissance. Ils ne font que remplir leur poche. Tout leur souci, c'est d'acheter des maisons, mettre de l'argent dans les briques et le ciment, et à l'extérieur du pays. À l'extérieur du pays. Et donc, franchement, ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Il va falloir que le peuple se mette dans cette dynamique d'écouter réellement ses leaders. Écoutez ce qu'a dit, franchement, ses principaux leaders. À la personne aujourd'hui, c'est nous. Moi, franchement, pour une fois, ce qu'il a dit et l'appel qu'il a lancé, c'est à cet appel-là que nous devrons répondre. Et vous qui êtes franchement l'élément motivateur, c'est-à-dire la masse critique capable d'en découdre cette situation, il va falloir que vous écoutez et que vous compreniez ce message. C'est pas pour mettre le pays dans le feu, ça n'a rien à voir. Il s'agit juste de mettre hors état de nuire des gangsters qui ont pris en otage notre nation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ma motion. Et voilà, si vous avez aussi d'autres thématiques, on pourra continuer. Si vous permettez, moi j'ai quelques questions, surtout une question déjà parce que la deuxième est déjà répondue. Je peux? Oui, vas-y. D'accord, bonsoir à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, ma question est que, en fait, nous avions connu le régime d'Alpha Condé, on a lutté contre ce régime par les manifestations. Aujourd'hui, on a en face avec un régime aujourd'hui qui fait la dictature, qui fait plus que l'autre régime faisait. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a une autre voie pour combattre ce régime à part la manifestation? Parce qu'aujourd'hui, la manifestation, dès qu'on parle de la manifestation, ils amènent les militaires, ils militarisent les voies, les endroits qui sont connus à faire la manifestation. Est-ce qu'il y a une autre voie? Est-ce qu'il y a une autre solution pour combattre ce régime à part la manifestation? Ben oui, il y a tellement de voies, tellement. Surtout aujourd'hui, au 21e siècle, avec les nouvelles technologies déjà, même ton téléphone est une arme pour combattre ce régime. Deuxièmement, il faut passer au boycott de toutes les activités et tout ce qui est lié directement au CNRD. Tout artiste, tout produit, tout ce qui est lié de près ou de loin à ces gens, il faut les boycotter. Troisièmement, il faut passer à la vitesse supérieure avec les gens là, parce qu'ils ont leurs femmes, leurs enfants, leurs familles avec nous dans la diaspora. J'ai toujours dit que la diaspora doit être le flambeau de lutte de cette affaire-là. On doit vraiment être le flambeau. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Non, attends, laissez-moi finir. Il faut traquer tous ces voyous, soi-disant dirigeants du CNRD, qui viennent ici. On doit les traquer jusqu'à notre dernier retranchement. Parce que nous, dans la diaspora, on n'a pas des armes derrière nous. On ne sera pas kidnappés.
Est-ce que vous comprenez? Il faut user de nos droits. Il faut vraiment qu'on se bouge. Il ne faut pas qu'on laisse toujours tout ça au peuple de Guinée. Qu'on dise le peuple ne se bouge pas. Mais vous faites quoi ici? Vous faites quoi? Mais ici, ils sont là, ils viennent se promener parmi nous. Ici, nous, on ne fout rien. On est là sur le panel à parler. Je sais ce que j'ai dit. On a parlé pendant 4 ans, les gens n'ont rien compris. Il faut qu'on passe aux actions, surtout nous de la diaspora. Il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge. On a toutes les opportunités de se bouger. C'est nous qui devons porter ce combat. Les Guinéens, ils ont fait trop de combats. Ils en ont trop fait. Maintenant, à nous de nous assumer, nous de la diaspora. Ce défi, il est pour la diaspora. C'est clair et net. Maintenant, c'est la résistance. Est-ce qu'on connaît c'est quoi la résistance? Le mot, il est lourd. Il faut aller en profondeur pour comprendre c'est quoi la résistance. Il faut les boycotter, ne plus les reconnaître. Même ces ambassadeurs-là, il faut les prendre. Hey, ces gens-là, c'est parce qu'on les a donné trop de temps dans ce pays. On les a donné une certaine façon d'avoir de la légitimité. C'est pourquoi ils commencent à dépasser les limites. Il faut les montrer qu'ils n'ont aucune légitimité et aucune légalité. Il faut les montrer que c'est des moins que rien. Le petit mythe qu'ils ont créé autour d'eux, il faut le casser. Il faut montrer au peuple de Guinée que c'est des vauriens, c'est des zéros. Et ça rime avec la communication. Les actes doivent partir avec la communication. C'est pas qu'on soit là à toujours à parler. On a tous les moyens de se battre par rapport à la diaspora. C'est très important. Il faut se bouger. La diaspora guinéenne est dans tous les secteurs d'activité. En Europe et aux États-Unis, surtout à l'international. On est partout. Mais parmi nous, il y a des hypocrites. Un pied dedans, un pied dehors. Les businessmen de la crise. C'est ce qui est dangereux. C'est catastrophique. C'est eux qui font que ce combat ne bouge pas. Parce qu'ils ont un pied dedans, un pied dehors. La crise, c'est un business pour eux. C'est tout. Mais nous, on demande aux gens en Guinée de bouger. Mais nous, on fout quoi ici? On a toutes nos libertés. Toutes nos libertés. Ces gens, ils sont parmi eux, nous souillent. Même les petits éléments des forces spéciales. Le dernier élément des forces spéciales a sa famille et ses enfants ici. J'ai des photos, j'ai des vidéos. Ils se promènent ici, tranquillement parmi nous. Pendant qu'ils kidnappent nos parents là-bas. Mais c'est la lâcheté. Arrêtez d'accuser ce peuple qui est martyrisé, qui est trop martyrisé. Bougez-vous. Sortez de vos salons. Sortez de vos maisons. Vous écoutez ces gens, quand on parle des artistes du CNRD, quand on parle de concert ici, tu vois ces Guinéens égoïstes, hypocrites qui parlent là-bas, danser là-bas. Après la nuit, ils viennent faire le combat avec nous. N'importe quoi. Bande d'hypocrites comme ça là. Voilà, voici des petits forestiers vendus, perdus ici, que papa n'a jaguar. Hey, vous là, après Mamadi là, on va supprimer vos noms en forêt. Bande de perdus comme ça là. On est là à assassiner vos frères, des petits lâches, ils sont là à supporter que ça. Des gens qui ont mis leur cerveau en location. Regardez-moi ça. On a compris. Attends. Oui, allez-y. Sans courage. Je pensais que c'était pour moi, mais bon, Léon, ça répond. Allez-y. Après, il a parlé de nous, la diaspora, de bouger, de faire notre combat. Et moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'aujourd'hui qu'on peut faire concrètement qui peut déranger ce régime? Nous, la diaspora. Concrètement. On va proposer nos méthodes. Et pour aller à ça, je pense que tout le monde pense de la même manière. Peut-être la façon d'agir de chacun qui est différente. Simple anecdote. C'était un enfant qui était très curieux. Son papa rentre toujours préoccupé là. Il lui pose la question. Papa, toi, tout le monde dit que tu es politicien. C'est quoi la politique? Excusez-moi juste. Le papa dit, il dit, tu veux connaître la politique? Il dit, moi, je suis le capitaliste. C'est moi qui cherche, qui envoie. Ta maman est là, elle gère la famille. C'est elle, le gouvernement. Ta grand-mère est là, elle regarde tout ce qui se passe. C'est elle, l'Assemblée. Tu vois la borne qui est là, qui prépare toujours ici. Il a donné presque tout dans ça. La finalité, il dit à l'enfant, c'est toi le président. C'est toi c'est toi que moi je veux l'avenir. Il dit, ton jeune frère qui vient de naître, le bébé là, il crie là, c'est lui, le peuple. Après, il dit, demain je vais te répondre. Quand elle est dormie, l'enfant, à partir de 3 heures du matin, le nouveau-né, qui est le peuple, commence à crier. Parce qu'on doit aller là-bas pour comprendre. Le petit se lève, il vient voir son jeune frère qui a fait caca dans ses couches. Il part voir le gouvernement qui est sa maman. Elle est en train de dormir. Au moment où elle dort, son papa s'est levé à côté. Il n'a pas vu son papa. Il va dans la chambre de la borne. Il voit son papa qui s'occupe carrément de la borne, la classe ouvrière. Il veut aller se plaindre à sa grand-mère. La grand-mère, au moment où les deux sont en acte, elle est à la fenêtre comme ça. Elle est en train d'observer ce qui se passe. Mais dans tout ça, là, le bébé crie. Quand l'enfant a vu le scénario, tellement il était fâché. Lui qui se bat là, c'est nous qui sommes l'enfant, quoi. Il est allé se coucher, quoi. Cela veut dire quoi? Il a laissé le peuple dans la merde. Premièrement, le beau matin, il se lève. Son papa veut l'expliquer. Il dit non, j'ai tout compris. Il dit j'ai tout compris.
Et c'est ce qui se passe exactement chez nous ici en Guinée. Le peuple s'est battu, le peuple est collé au mur. Ceux qui volent l'État, nos contribuables, disent que c'est eux le peuple. Nous qui luttons contre ces gangsters, nous on dit vraiment, nous sommes le peuple. En fin de compte, les stratégies découlent de là. Premièrement, une manifestation n'est pas la solution à ce problème. La première solution, c'est ce qu'on est en train de vivre là. L'État a engagé la crise sans savoir et on doit profiter de cette crise. Nous, on transforme la crise en guerre économique. La guerre économique, les avantages, on ne va pas tuer quelqu'un parce qu'il n'a pas mis son argent à la banque. On ne va pas tuer aussi, vous, la diaspora, parce que vous n'avez pas envoyé l'argent ici à des amis. Je ne dis pas la maman ou si tu as ta femme ici, excusez-moi des expressions. Mais vous savez, en Guinée, ici, tout le monde appelle son ami là-bas, fais-moi dépôt, fais-moi dépôt. Tu convaincs ton ami, vraiment, il faut te battre pour le peuple, il ne fait rien, mais tu l'envoies les dépôts, ça veut dire que toi, tu ne veux pas que le pays change. Ça, c'est parallèle. Tous ceux qui sont là, c'est la boue. La Guinée représente la boue. Si on refuse de transformer la boue en étage, vous qui êtes de la diaspora, excusez-moi, quand tu meurs en diaspora, on envoie ton corps, la boue que tu as refusé d'arranger là, on t'enfuit dedans. Moi, je suis très pragmatique dans mes conjugaisons. Si tu es de la diaspora, tu penses que l'affaire de la Guinée ne t'intéresse pas, la pourriture que tu considères comme la Guinée, tu vas vivre 100 ans là-bas. Le jour que tu tombes, tous tes amis vont contribuer pour envoyer ton corps où ici. C'est dans la même boue là, on va t'enfuir. Donc, la diaspora a un rôle fondamental. Tous les amis que vous savez que vous les parlez, tu as l'habitude de le faire dépôt. Et t'appelles, tu dis, je n'ai pas le temps. Quand vous envoyez beaucoup d'argent, on dépose dans le truc, il faut que l'argent soit utilisé pour ce qui est nécessaire ici. Tout le monde doit sensibiliser. Ceux dont vous nourrissez là, quand vous les parlez, ils vont comprendre. Que personne ne dépose son argent à la banque. Lorsqu'il aura faillite, c'est-à-dire les plus grandes dictatures, c'est comme ça. Sensibilisez vos parents, parce que depuis qu'on a commencé ça, quand on était dans les réunions, quand moi je parle, on dit que lui, il est comme ça, il est très comme ça. Sinon, Oumar El-Béchir, qu'est-ce qui a fait partie Oumar El-Béchir? C'est le prix de pain, non? Ouais. Si on prend tous les commerçants qui sont opposés à la conduite de la transition, de la manière dont on les taxe au port, et je doivent augmenter le prix. On s'en fout. Vous êtes le peuple, je suis le peuple, les bandits là sont le peuple. Vous avez vu, l'enfance est retournée, le nouveau-né est resté dans la merde. Si vous voulez réveiller un peuple, il faut lui laisser dans sa merde. Alors, la guerre économique doit être entretenue. Vous avez compris, vous avez vu, Bouya Santa, il a réuni tout le corps du truc. Qu'est-ce qu'il les a dit? Il dit, on vous a accrédité ici, mais pas sur Facebook. Parce qu'ils ont utilisé tous les médias, on les bat terre à terre dans la communication. Ça, il faut garantir ça. Nous sommes bien en communication, on prend quelque chose, il faut trouver la solution. Sur les réseaux sociaux, Facebook, tout, finalement, ils sont obligés de le faire. Donc, en communication, il a déplacé, tellement que Mamadi a perdu sa crédibilité, il est le seul outiste à déplacer tous les influenceurs venus en Guinée, leur donner notre argent. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, les stratégies, nous qui sommes en Guinée, premièrement, c'est ça. Mon frère, tous ceux qui crient là, vous avez vu ma publication concernant qu'ils vont nous diviser, c'est les peuples qui refusent de faire ça. Excusez-moi, mon frère, tu viens, tu fais dépôt chez moi. C'est mon argent. Je refuse que tu fasses ce retrait. Si on doit comprendre. Et tous les commerçants qui sont vraiment sensibles doivent augmenter le prix. Si c'est le prix de pain, c'était nous tous, on contribue, on bloque les farines qui viennent en Guinée. Dans une semaine seulement, le boucher là va tomber. Parce que c'est que moi j'ai toujours proposé, c'était quoi? De refaire. Regardez, je vous donne un exemple. Quand j'étais en prison, je communiquais avec Bogola. Ils sont là-bas. Il se croit le plus important, il est parti. Je pense que le message est resté dans les téléphones qu'ils ont pris. J'ai envoyé un petit texte à Bogola. J'ai dit, va dire ça dans les médias. Quand il est allé dire, il n'a pas passé la nuit dehors. Je lui ai dit, va dire, dans le temps d'Alpha Condé, de ne pas payer les factures fantaisistes à l'État. C'est ce qui lui a valu, hein. Vous pouvez fouiller ça. C'est sur Vision Guinée. Vous comprenez? Parce que quand les gens, mais ne pas payer les factures ne veut pas dire qu'on va, si on veut, on ferme toutes les entreprises, ça va fonctionner comment? Ça va fonctionner comment? Il suffit de ne pas payer. La guerre économique, c'est ce qui permet aux gens là d'être dégagés. Et vous qui êtes de la diaspora, tu as dit même le dernier des forces spéciales à ses parents là-bas. Les ambassades ne sont pas sécurisées comme on m'a dit. C'est-à-dire la résistance citoyenne, c'est d'aller à l'incivisme. Vous voyez quelqu'un, ils ont commencé, ils sont tous là-bas, les familles sont là-bas, les écoles où les enfants sont là-bas. De la manière on kidnappe ici, si on kidnappait leurs enfants là-bas, c'était fini. Cette histoire-là était finie. Parce que vous êtes des milliers de Guinéens qui êtes là-bas. On a kidnappé vos parents, vous n'avez pas pu kidnapper. Il n'y a eu que 2 personnes qui ont apparemment affronté 2 ministres. Quoique là-bas, il y a l'état de droit. Mais l'état de droit où il faut enfermer 100 Guinéens, 200 Guinéens, vous pensez que ça va continuer?
Parmi les deux Guinéens, là, le Guinéen qui a la faute de l'autre, c'est moi. Je suis là. Voilà. Ok, regardez, vous savez, je vais passer la parole à, il y a le grand Alpha qui est monté. 1 minute, attends, Sankara. Vous avez parlé de la politique là. Voici la version, parce que moi je connaissais un peu cette histoire que vous avez racontée. Écoutez. C'est quoi la politique? Alors, père, il répond. Attendez. Moi, je suis le capitalisme. Je ramène l'argent à la maison. Attendez un instant, vous allez l'écouter parce que. Papa, c'est quoi la politique? Alors, père, il répond. Écoute, mon fils, c'est très simple. Tu vois, par exemple, moi, je suis le capitalisme. Je ramène l'argent à la maison. Ta mère s'occupe de la gestion de la maison. Elle représente le gouvernement. Tu vois, c'est le peuple. La gouvernante qui s'occupe des tâches ménagères et de la cuisine, c'est la classe ouvrière. Et enfin, qui n'est encore qu'un bébé, c'est le futur. Alors le gamin, il réfléchit à ses paroles toute la soirée et il va se coucher. Dans la nuit, il est réveillé par les pleurs de sa sœur. Alors il se rend dans la chambre de la petite et voit que sa couche est pleine. Alors il va essayer de réveiller ses parents, mais il trouve que la mère dans le lit et la mère ne veut pas se réveiller, elle a le sommeil trop lourd. Alors il cherche son père, il descend dans le salon et puis il voit son père en train de faire des galipettes avec la gouvernante. Alors il retourne se coucher, il n'ose pas le déranger. Et le lendemain, il descend pour le petit déjeuner, son père l'interpelle et dit « Alors mon fils, tu as compris ce que c'est la politique ?» Et le gosse il répond « Ah oui papa, pendant que le capitalisme monte la classe ouvrière, le gouvernement est profondément endormi, le peuple est ignoré et le futur est dans la mer. » C'est la Effectivement, mon ami a compris, c'est que au moment où tout le monde dit que le peuple est là, chacun entretient sa famille. Votre famille n'est pas différente du peuple. C'est qu'on laisse tout le monde dans la merde. Vous allez voir, il y aura une insurrection populaire ici. C'est la conclusion que je voulais donner, quoi. Je ne vais pas durer dans ça. C'est ce qu'on définit là-bas. Mais au moment où Pitaka envoie de l'argent à sa famille, Kandé, toi, tout le monde, les gens se disent que celui qui est là-bas, il me nourrit, tant pis, quel que soit, laissez les gens la voler. Vous êtes choqués, mais chacun s'occupe de sa famille. Alors, la plupart, je vous dis maintenant, 65 à 80% des Guinéens actuellement dépendent de la diaspora. C'est vous qui êtes l'ennemi de la Guinée. Excusez-moi, ça va vous choquer aujourd'hui. Parce que moi, tu m'invites, je ne viens pas pour me faire aimer. L'ennemi de la Guinée, c'est la Attendez. Attends qu'on donne la parole après tout le temps. Il y a la diaspora et la diasporie. Il y a la diaspora et la diasporie. Donc, faites la à partir du moment où tu dénonces ici et que tu fais les mêmes choses que les autres, il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence, en fait. Donc, regardez le Sénégal. Regardez, pour déstabiliser au moment où Abdoulaye Wade voulait, même les artistes. Parce que les gens, ils ont tellement pénalisé le peuple, de telle sorte que le peuple s'est vu maintenant coincé au mur. Mon frère, même tous ceux qui sont au niveau des carrefours, là, le peuple peut défier. C'est la fin qu'il faut créer. Il y a des gens ici en Guinée, pour les faire sortir. Ah, vous avez vu Alpha Condé, chaque fois que c'était chaud, qu'est-ce qu'il faisait? Excusez-moi, hein, des mots. Il prend des sacs de riz, il distribue à Kaloum là-bas. Parce qu'on sait que s'ils ont faim, ils vont sortir. Je ne veux pas attaquer mes beaux, ma femme est sous. Donc, alors, c'est parce que quand les gens sont coincés par au mur, ils vont réagir. Ils vont réagir. Et de la manière la plus disproportionnée. Oumar El-Béchir était un plus grand dictateur que Mamadi Doumbouya. Le prix de pain l'a fait partie. C'est parce que, regardez, dans le FNDC, une fois j'ai proposé ça et on m'a traité. Moi, je disais l'argent là, au lieu de donner aux enfants, donner à tous les boulangers. Chaque boulanger ferme sa boulangerie pendant 1 mois. Il fait comme si des malades voyagent au village. Mais vous allez voir que la population va sortir. Mais on n'entreprend pas quelque chose pour faire revolter le peuple. Tout le monde est là. Mais l'argent qu'on donne là, que tout le monde contribue, au lieu d'une manifestation, on donne à tous les boulangers. S'ils gagnent, on le demande. On peut mener l'enquête là de la manière la plus sérieuse. Moi, les stratégies que nous on a, c'est pas ce que je dévoile ici. Je parle de ce qui est passé. On fait une consultation. Si tu gagnes 10 millions par semaine en faisant le pain en souffrant, nous on te donne 10 millions, tu ne fais pas ton pain. Tu voyages, non? Est-ce que tu as perdu? Tu vas qu'à tes affaires pendant 10 jours, sans faire le pain dans le quartier. Vous pensez pas que, même sans augmenter le prix, on peut vaincre par les gens là. Mais il faut des hommes déterminés. Mais c'est que la plupart des Guinéens, ils parlent, tu demandes son temps, d'autres ont le temps, mais tu demandes son argent, c'est incapable. Tu demandes sa participation, c'est incapable. Comment on peut vaincre un dictateur si on n'est pas organisé? C'est la question aussi que je vous reviens. Merci. Merci. Je vais passer la parole au grand frère. Vous avez vu le titre de la première partie. Bon, on avait parlé sur Mamadi parce que vous savez, ça n'en finit jamais. C'était ce qui se passe aujourd'hui en Guinée forestière, cette militarisation de la Guinée forestière. Et ils veulent passer, ils ont commencé d'abord par la Sierra Leone. Regardez, je vous montre juste une photo ici. C'est important quand même pour que les gens puissent comprendre. Voilà, un instant, je vais voir ça. Voilà. Vous avez vu, ça, c'est la Sierra Leone. Ici, c'est la Guinée. Ça, c'est la Guinée, pour ceux qui ne savent pas. Et juste à côté, il y a le Libéria. Le Libéria est là. Là, c'est le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Et la dernière fois, c'était dans la même région qu'ils ont encore cette même Mamadi Doumbouya. Parce que cette affaire, remonte, c'était ici, à cet endroit-là, Kailaou. Remonte, c'était ici, du côté sierra-léonais. Ils sont allés, il y avait le contentieux de Yenga, j'en ai parlé souvent dans mes lives ici.
en fait, c'était lié aussi à la guerre civile au Libéria et en Sierra Leone. À un moment, la Guinée, il y avait des incursions. Et la Sierra Leone et le Libéria n'arrivaient pas, notamment la Sierra Leone, ils n'arrivaient pas à sécuriser Koilou, Kailaung et toutes ces régions-là. Donc, à ce moment, la Guinée a été appelée au secours. Hein. Donc, du coup, l'armée guinéenne a longtemps occupé Yenga et en Sierra Leone. Jusqu'à la fin de la guerre, bon, les Sierra Leone ont demandé la restitution de Yenga. Mais en ce moment, le général Salakonte a toujours évoqué le fait que, bon, pour l'instant, il ne pense pas, voilà. Il y a eu des discussions sur l'insécurité, notamment transfrontalière. Moi, je comprenais, hein, franchement, à l'époque. Parce que vers les 2005-2006, c'était pas évident. C'est une région, déjà, il y avait eu des attaques de la Guinée. Donc, c'était pas évident. Enfin, la Guinée avait quand même des arguments que les Sierra Leone pouvaient comprendre. Vers la fin 2008, il y a eu un accord. La Guinée a décidé de rendre Yenga. Ensuite, le président Alpha Condé est arrivé, on a encore confirmé l'accord, parce que la Sierra Leone continuait toujours à réclamer Yenga. Et jusqu'au départ du président Alpha Condé, on avait démilitarisé. La Guinée a décidé, le président Alpha Condé avait décidé à l'époque, je pense que c'était en 2015, de demander aux troupes guinéennes de quitter Yenga. Mais en même temps, aux Sierra Leone aussi de ne pas l'occuper. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'était cet accord-là. Arrivé de Mohamed Doumbouya, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir certaines familles ici, du côté de la Guinée. Regardez là, c'est des Kissiens qui vivent ici. Hein. Du côté libérien, Sernais et Guinéen, tout ça, c'est la même communauté. S'il n'y avait pas eu le partage là, à Berlin, s'il n'y avait pas eu Berlin où on a partagé l'Afrique en morceaux, ces familles-là, c'est des familles qui partagent la même culture, la même langue, c'est la même origine. Ils avaient les mêmes chefferies avant la pénétration coloniale. Donc aujourd'hui, les uns sont anglophones, d'autres sont francophones. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire à certaines familles, dites que vous avez des terres qui sont de l'autre côté. Donc il y a eu des familles qui sont opposées au partage des terres. Donc c'est ça encore, Mamadi a relancé pour réoccuper encore les lieux. Mais cette fois-ci, c'est pas seulement là. La Guinée est répartie encore vers le nord, ici à Kabala, à Falaba. Là aussi, ils ont quitté Farana, ils sont venus occuper toute une journée. Et ils ont arrêté les militaires, ils les ont envoyés vers du côté guinéen. Mais la Sierra Leone, ils ont décidé de gérer ça tranquillement, dans la diplomatie. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant aujourd'hui? Au même endroit, à côté de Yenga. Cette fois-ci, ils vont du côté libérien. Ils vont du côté libérien. Vous avez regardé, hein, c'est qui est la frontière entre le Libéria et la Sierra Leone, et la Guinée notamment, là où ça commence ici, c'est le fleuve Mano. C'est le fleuve Mano. C'est ce fleuve-là qui sépare la Guinée là, et le Libéria jusqu'au niveau de la frontière avec la Sierra Leone. Et après, maintenant, le fleuve, il donne vers l'océan Atlantique. Mais c'est le fleuve là qui partage les deux pays à ce niveau. Pas seulement là, mais à ce niveau-là, c'est le fleuve là. Et qu'est-ce qu'ils font les militaires guinéens? Avant-hier, 3 ou 4 jours, il y avait une construction d'une société qui avait occupé, je pense, une société qui s'appelle une société libérienne, qui faisait des travaux pas loin, et ils ont commencé à draguer le fleuve. Les militaires, d'après les informations qui circulent là, les militaires guinéens ont dit non, écoutez, ça c'est du côté guinéen, ce qui se passe là, vous avez dépassé votre côté. Parce que c'est très, attendez, je vais vous montrer les images, vous allez voir les vidéos. Comme ça, vous voyez la proximité, quoi. Les gens, c'est pas une frontière, le fleuve, c'est, enfin, la largeur, quoi, c'est, je veux dire, c'est à peu près 7 ou 6 mètres. Vous voyez de l'autre côté, c'est après du côté où l'incident. Le volume, mon président, on n'entend plus bien. Enfin. Là, vous m'entendez? C'est bon maintenant. Ah, voilà. Je vais vous montrer les images. Parce que, en fait, cette affaire-là, elle commence à se compliquer parce que les militaires libériens, ils n'ont pas fait comme la Sierra Leone. Hein. Ils ont militarisé la zone aussi. Ils ont envoyé des militaires depuis Monrovia. Parce que ça fait des jours, ils parlent. Attendez un instant, voilà. Les vidéos sont là. On va les partager avec vous. Voici l'une des vidéos. C'est extrêmement important que les gens voient ce qui se passe aujourd'hui. Avec la gouvernante. Alors, attends, voilà, c'est l'autre vidéo là. Je vais l'enlever, elle est où? C'est là. Voilà. Ici. Ça, c'est du côté. Voilà. Attends, je vais chercher une vidéo en français. Voilà, du côté guinéen. Voilà. Une vidéo en français pour permettre à tout le monde de mieux comprendre. Voilà. Voilà. Vous voyez, regardez ici. Ce sont les militaires guinéens. Ça, c'est par la suite, hein, quand ils ont été forcés par la population. Parce que là-bas, la population s'est levée. En fait, il y a eu l'incident du fleuve. Ils ont dit non, vous ne draguez pas ici. Ils ont confisqué la plupart du matériel. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils traversent le fleuve, ils vont de l'autre côté. C'est-à-dire, dès que vous traversez le fleuve, vous êtes du côté libérien. Ils sont allés implanter ce drapeau que vous voyez là, comme ils ont fait en Sierra Leone. Ils sont allés implanter le drapeau. La population s'est levée et les a affrontés pendant 2 jours. Il y a eu quelques blessés, mais pendant 2 jours, la population, elle aussi, regardez, je vais monter notre vidéo ici. C'est incroyable la façon dont les gens là, ils font la honte à l'armée guinéenne. Tout simplement parce qu'ils souhaitent, voilà. Ça, c'est la dernière vidéo, voilà, vous avez vu ici, il y a des militaires libériens, voilà, les libériens aussi, ils ont envoyé les forces armées. Vous voyez? De l'autre côté, mettez-vous, voilà, du côté libérien aussi, ils ont fait venir des militaires pour occuper. Voilà.
Voilà, vous voyez. Donc, maintenant, il y a la vidéo ici de l'occupation. Vous allez voir ici. L'occupation des lieux. Vous allez vous rendre compte que ces gens-là, ils ont complètement perdu la tête. Voici l'affrontement avec la population et l'armée guinéenne. Parce qu'ils n'ont pas laissé faire. Hein. Voilà. Vous voyez. Vous avez vu? Donc là, ce n'est pas l'armée, dans un premier temps, l'armée vient d'arriver il y a 1 ou 2 jours, mais dans les premiers moments, c'est la population elle-même qui s'est levée et qui est allée. Voilà, une minute, vous allez voir ici. Mais c'est extrêmement grave ce qu'il est en train de faire. Voilà. On entend des tirs du côté du Libéria. On entend des tirs partout du côté du Libéria. La situation est toujours tendue. Vous voyez la confusion? Ça, c'est le côté guinéen. Maintenant, je vous montre là où ils ont implanté le drapeau. Les 2 drapeaux ont été implantés face à face, je vous dis. Face à face. Ils n'ont pas fait comme les Léonais. Hein. Eux, ils sont levés, ils ont dit non. Vous voyez? Entre 2 pays frères. Hein. Vous voyez, eux aussi, ils ont envoyé des hommes armés à la frontière. Ils ont déployé des hommes armés. Vous voyez les véhicules? Ça, c'est les militaires libériens. Voilà, ça, c'est les Libériens aussi. Eux, ils n'ont pas décidé de faire comme la Sierra Leone. Ils ont commencé dès le début à durcir le ton et à occuper aussi les lieux. Voilà, vous allez voir, il y a une vidéo ici. Je vais partager ça, vous allez voir. Ce que les gens sont allés faire, je ne sais pas. Mais ils sont dans le plan de l'occupation de la Guinée forestière. C'est-à-dire qu'ils doivent trouver un argument. Ils doivent trouver un argument. L'insécurité autour de la frontière entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, ça va leur permettre d'aller déposer, d'aller occuper cette région-là et créer des... Voilà, vous voyez, voilà. Et ça, c'est les Libériens. On va écouter. Voilà, voilà. On va écouter. La précision que je vais apporter, voilà. Il y a sûrement les autorités, on ne saurait dire, s'il s'agit des autorités militaires, civiles ou politiques, de toutes les façons, ce sont des autorités qui sont venues de l'autre côté, après avoir sûrement maîtrisé la situation. Alors, ils ont demandé à communiquer avec les autorités et les responsables militaires qui sont du côté guinéen. Alors, cette conversation s'est tenue à distance. Donc, vous voyez la distance entre les 2 pays? Il voulait s'exprimer. Alors, on a vu les échanges. Le doyen, voilà, le président du conseil des sages de Bemakissi, le vieux Faya Gabriel Kamadounon, leur a répondu. Si vous voulez que nous communiquions, si vous voulez qu'on se retrouve, faites d'abord descendre on s'appelle de par ici, ici. Alors, on va écouter ce qui se dit. Voilà, ça, voilà, ça, on a écouté ça. Je vais vous montrer la confrontation entre les 2. Vous allez voir là où l'affrontement s'est déroulé entre les 2. Non, ça, c'est pas celui-là. Bien. Voilà. La précision que je vais apporter, il y a Vous voyez, ça c'est quand ils ont chassé les soldats guinéens. Vous voyez? Ça, c'est le côté libérien. Vous voyez? Vous voyez la provocation? Donc, on arrive, hein. Un instant. Voilà, je reviens sur l'une... Elle est où la vidéo là, où ils ont hissé le drapeau? Et les Libériens aussi sont venus, ils ont hissé leur propre drapeau aussi. Voilà, ça est là la vidéo. Je pense qu'elle est là. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Mais on a compris... Se retrouve une nouvelle fois. Non, c'est pas cette vidéo-là. Patientez un instant. On doit dire à ces gens-là, ça ne sert à rien d'aller chercher de l'attention pour militariser le pays. Voilà, ça ce sont les Libériens. Voilà, ils sont levés. Vous voyez?
Donc, je pense que j'ai pas vu. J'avais une vidéo de la confrontation, notamment quand la montée des deux drapeaux entre les deux face à face. Et je pensais la voir. Voilà, ils sont là. Et il y a une, j'avais vu. Voilà. Ça, c'est les Libériens. Il y a le drapeau guinéen de ce côté-là. Vous voyez, rouge, jaune, vert. Eux aussi sont venus monter leur propre drapeau. Vous voyez? Vous voyez le drapeau guinéen? Ils sont en train de monter leur drapeau. Les civils, hein? Comment aller sur le territoire des autres, aller implanter votre drapeau là-bas? Je ne comprends pas. Allez-y, hein. Vous n'avez pas la parole, allez-y. Franchement, moi, ce sujet-là, il m'inquiète. D'autant plus que vous avez vu l'autre vidéo que j'ai montrée, les gens qui ont des armes blanches, comme ça. Il va y avoir un affrontement entre les mêmes communautés. C'est ça le problème aussi. La même communauté, la communauté qu'ici. Entre elles, des deux côtés, les gens vont s'affronter. Pourquoi? Parce que Mamadi souhaite aller occuper la forêt pour dire, voilà, c'est là. Monsieur Pitaka, bonsoir. Moi, je voulais répondre à monsieur Mamadi qui est... Un instant, tu vas revenir. Il y a Frère Alpha West d'abord qui est là depuis très longtemps. Ok, il n'y a pas de problème. Et puis, monsieur Mamadi n'est pas là pour répondre. Il y a des sujets ici. Non, pas répondre. Après tout, aussi, c'est un frère. Hein? Oui, mais bon, allez-y. Oui, non, t'inquiète, garde la ligne. Non, mais celui-là, je ne sais pas qui a fait monter ce gars-là. Je crois que lui n'a pas sa place parmi nous. Non, mais je peux pas accepter que ces petits forestiers vendus viennent parmi nous. C'est pas possible. Moi, je ne suis pas ton petit forestier. S'il te plaît. Non, ça c'est une insulte envers l'honneur de tous ceux qui sont tombés. Je vous non, mais ça, c'est toi qui vois comme ça. Vous avez parlé des méthodes ici, et moi, je vais aussi vous décrire les méthodes que nous allons faire pour aussi protéger notre économie. Mais monsieur, s'il te plaît, il faut qu'on se calme. Un débat, c'est un débat. On n'a pas de personne de faire des débats. Nous, on n'est pas parlé là pour parler de l'économie. Il y a déjà Mamadi qui va agresser le Libéria. C'est ça. C'est quoi ton point de vue? Non, vous savez, entre les frontières, il y a tout le temps des petits problèmes. Ça, c'est pas aujourd'hui que ces choses-là ont débuté. Ils vont tous trouver un accord. C'est normal. C'est des pays frères. Donc, des fois, ça peut, même avec la Côte d'Ivoire, ça, c'est des trucs que nous sommes tout le temps, on vit ça en forêt là-bas, avec la Côte d'Ivoire, le Libéria. Donc, ça ne commence pas seulement qu'au temps de Mamadi Doumbouya. Donne-moi un exemple. Au temps de professeur Alpha Condé, même en Côte d'Ivoire, la frontière vers Guasso, je crois que au niveau qui connaît bien Lula, puis que lui, c'est aussi un frère, on se connaît bien, à part peut-être qu'il ne connaît pas ce nom, Papa Nazagua, mais après je vais l'écrire en premier. Mais est-ce que la Guinée avait traversé la frontière guinéenne pour aller là-bas? La Guinée avait eu ce même problème au temps de professeur vers la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la Guinée? Moi, je connais cette affaire-là. C'est les Ivoiriens qui avaient traversé nos frontières pour chercher les gens. Non, en fait, on ne peut pas tout politiser le débat. Est-ce que tu as entendu le mot politique dans la main de quelqu'un ici? Oui, mais un problème qui se passe entre deux pays, il y a tout le temps, ils vont peut-être trouver des voies pour trouver la paix, parce que c'est des pays frères. Donc ça, ce n'est pas tellement grave. C'est pas grave que l'armée guinéenne aille implanter son drapeau dans le territoire. Est-ce que vous avez appris des théories? Ils ont trouvé des accords et l'armée guinéenne a quitté. On ne parle pas du comportement d'un pays. On ne parle pas du comportement d'un État. Mais Pitaka, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons tout le temps vécu ça en forêt là-bas. Ok. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Il n'y a pas de femmes, mais bon. Je salue ici très chaleureusement le frère, le camarade, parmi nous, le camarade Mamadi. Ouais. Et donc je salue vraiment, vraiment le courage, l'abnégation, la détermination. Ouais. Je souhaite que Dieu vous protège jusqu'au jour de la libération de la Guinée. Ouais. Amen, amen. Que vous ne tombiez pas dans les mains de la gente. Amen. Vraiment, que Dieu vous protège. Je l'ai dit comme ça ce mois saint de carême, avec mes carèmes et les carèmes les chaînes de tout le monde vous accompagnent pour la protection à l'égard de ces prédateurs-là. Il n'épargne personne, ni les enfants, ni les femmes, ni les vieilles, ni les personnes âgées, il n'épargne personne. Ils sont dans leur boulimie du pouvoir
et dans leur abus du pouvoir, la dictature, la tyrannie, la timarchie et la monarchie, même, s'il faut dire, et l'oligarchie. Donc, voilà, il n'épargne personne et que Dieu fasse que vous soyez épargnés. Amen. Et aussi, je salue ici le discours qu'a fait le président de l'UFDG, Monsieur Soumané, pour une fois qui, en tout cas, c'est pas une fois, parce que bon, Cellou Dalein faisait partie des gens qui étaient au stade du 28, lors du massacre du 28 quand même. C'est un courage, et je l'ai vu aussi une fois ouvrir son manteau en demandant aux gens sous Alpha Condé de tirer sur lui. Oui. Et là, en tout cas, un discours par rapport à la situation actuelle, voilà quand même une première fois, il a tenu un discours des leaders. Leader, vraiment, il a fait preuve de leadership. Et en fait, ton et geste en terminant son discours avec un coup de poing. Ben oui. Et ça, sincèrement, je ne comprends pas. Moi, je commence à douter sur le RPG. Son silence, est-ce que c'est pas pour le fait que ce soit un Salé? Non, voilà. Mais je comprends pas. Moi, je connais sincèrement, et vous et moi d'ailleurs, nous tous ici, connaissons le combat avant d'accéder au pouvoir. Et cette qualité, à mon avis, bien qu'il soit âgé aujourd'hui, je vous promets, le président Alpha Condé va s'exprimer. Et bien qu'il soit âgé aujourd'hui, je sais que cette qualité de combat qu'il avait, il en a encore. Il a les termes, il a la stratégie, il a vraiment les qualités requises pour vraiment tenir, pour venir vraiment, si vous voulez, enfoncer le clou. Et je souhaite que fasse pareil Sidi Touré. Maintenant, pour révéler... Il parle aux élections, lui. S'il n'était pas éliminé, son parti était d'accord. Hein? Bon. Après, comme je l'ai dit ici, bon, il y a des partis qui veulent dire être exister. Donc aussi, il y a, si on analyse bien, voilà ce qui arrive aujourd'hui à Macron, par exemple, quand ils font recours à 43, à l'article 43. Vous voyez, donc quand même à l'Assemblée, on peut, dans un pays sérieux, les opposants peuvent empêcher la politique dictatoriale, en tout cas sur toutes les décisions devant être prises allant dans le mauvais sens, peuvent être contestées à l'hémicycle. Mais ça m'étonnerait que l'hémicycle sous ce pouvoir-là se comporte comme ça. Je pense que les décisions sur tous les points qui vont y être évoqués vont être unilatérales. Ce sera des décisions qui seront prises de manière unilatérale. Ça, c'est sans nul doute. Et s'il y a des députés, des partis politiques de l'opposition qui vont s'opposer d'ailleurs d'une manière virulente, ce qui est de leur droit, parce qu'à l'hémicycle, c'est quand même le temple de la démocratie, où doivent être tenus les débats d'idées contradictoires. Et là, à mon avis, les députés qui vont s'atteler à agir de manière démocratique, ce qui est légitime, risquent de disparaître. C'est un grand risque. Donc, je vois pas la raison. Mais par contre, si les partis politiques de l'opposition, aujourd'hui, s'alignent, sincèrement, se lient et s'alignent, sincèrement, je pense qu'ils tiennent des discours de leadership, des discours de, voilà, trop c'est trop, on n'en peut plus. On n'en peut plus, comme l'a dit Cellou Dalein, il a dit que tous les voies des recours sont épuisées, devront être usées, sont épuisées aujourd'hui. Bon, bah, c'est la résistance. C'est la résistance. Donc, c'est un appel clair à lancer aux populations, aux partisans se trouvant en Guinée de faire l'insurrection. Et c'est légitime. La légitimité de cette insurrection repose sur tous les mots aujourd'hui que sont infligés aux populations guinéennes à l'émanation du pouvoir. C'est clair et net. Et en ce qui concerne cette problématique d'illiquidité, ben, c'était prévisible. Ça avait été signalé depuis. Mais quand c'était tout simplement au niveau des banques, entre banques primaires et banques centrales, bah, la répercussion s'est faite désormais partout. C'est-à-dire que désormais, ce n'est plus entre banques primaires, banques centrales, mais maintenant, c'est les
les usagers, voilà, des personnes, les clients des banques primaires, et y compris entre banques primaires aussi et la banque centrale. Mais désormais, c'est toute la population qui est en train de subir. Oui. Où est parti l'argent? J'ai beaucoup de vidéos là. Où est parti l'argent? Comment c'est possible qu'on puisse envoyer, des gens envoient 100 euros, 50 euros, et que le destinataire ait des difficultés de percevoir l'argent? Donc, je parle de même si c'était 500 euros, même 1000 euros, quand même. Et selon les informations qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est pas une situation limitée à Conakry. C'est pas tout. À Mamou, c'est pareil. À Labé, c'est pareil. À Cancan, c'est pareil. Mais ça fait trop. Et la dissolution des partis politiques est une décision infondée, est une décision nettement disproportionnée au règlement antérieur qui avait été mis en place. Et que le nouveau règlement pouvait être dérogé. Par contre, l'ancien, celui qui avait été antérieurement établi, restait intangible. Alors qu'eux, ils sont référés au nouveau règlement. Il y a un souci, au fait, ces gens-là, ils se contredisent eux-mêmes. Ou alors, je ne sais pas s'ils ont des gens qui ne savent pas lire, ou alors ils font exprès, c'est foutage de gueule. C'est foutage de gueule parce que ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, on peut tout faire aux Guinéens, tout. On peut faire tout avaler aux Guinéens et que rien ne va s'en suivre. Rien, absolument rien. Ça passe. C'est pour ça que, bon, moi, j'ai un peu disparu un peu parce qu'on est arrivé à un niveau pitaka où chacun doit agir de son côté. Je sais, mais on doit pouvoir travailler ensemble. Moi, de mon côté, musicalement, voilà, pour les 2 clips, je commence à entamer déjà le premier parce qu'il faut sortir. Il faut sortir. Il faut sortir, il faut agir. Il faut agir, il faut agir. Voilà. Voilà, moi, voilà ce que je pense des différents sujets que j'ai évoqués tantôt. Et j'ai conclu que oui, il est temps, et grand temps, que vraiment les leaders politiques suivent la ligne déjà lancée par le président de l'UFDG, sincèrement. Ouais. Parce qu'au fait, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre moyen. Comme il l'a dit quelque part, ils ont épuisé et tous les moyens de recours sont épuisés. Il n'y a rien. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, ils sont poussés jusqu'au mur. Soit ils se laissent écraser contre le mur, soit ils agissent. Et là, les deux, il faut agir. Il faut agir. Le peuple. Là, ça, c'est le tout pour le tout. Voilà. L'insurrection populaire n'a jamais échoué, n'a échoué dans aucun pays au monde. Et parce que c'est 2 choses l'une. Soit on expose le pouvoir à la commission de crimes contre l'humanité, ou on l'expose à la commission de génocide. Et là, ça dépasse la Guinée. C'est la CPI qui va être saisie, qui va agir. C'est le procureur de la CPI qui va agir. Il s'agit de l'humanité. Donc, crime contre l'humanité ou génocide. Et c'est pénal. Donc là, la définition du droit pénal dit clairement les faits internes et les faits externes. Donc, on n'a rien à perdre. Le peuple n'a rien à perdre. Quand ils vont commettre ça, bah, ils seront poursuivis. Tôt ou tard, quoi qu'on dise. Ou alors, c'est le peuple qui remporte. Mais ça suffit trop, c'est trop. Nos populations souffrent, mais terriblement. Ouais. À un niveau innommable. À un niveau innommable. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas la qualification proportionnée de la situation que vivent nos populations aujourd'hui en Guinée. C'est catastrophique. La Guinée n'a jamais connu ça. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas d'argent aussi. L'argent ne circule plus, n'est plus dans les circuits normaux de Ils ont gardé l'argent à la maison. Dans les maisons. Mais oui, parce qu'il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance. Le CNRD, regardez, eux tous ont gardé l'argent à la maison. Tous. C'est-à-dire le seul endroit où l'argent circule,
C'est à Madina et dans les grands centres économiques. Là-bas, l'argent circule beaucoup. Mais à part cet argent-là, tout le reste, ils ont ça dans les caves. Ils ont mis ça dans des caves. Je vous dis, on sera obligé d'aller chercher des machines qui peuvent, qui peuvent détecter des billets à 1 mètre ou 2 mètres de profondeur après le sud de Mamadou Doumbouya. On doit faire ça. Hein. On doit faire venir des gens qui peuvent détecter des billets de banque à 2 ou 3 mètres de profondeur. Parce que je vous assure qu'on va avoir des surprises dans ce pays. Il y aura des mines dans toutes vos maisons là. On va regarder s'il y a même diamant là-dedans. C'est pas seulement l'argent public. Même le diamant, on va chercher. Donc, continuez à mettre des bunkers et regarder l'argent. C'est pour cela qu'il y a ce problème-là. Les seuls endroits où l'argent circule, c'est dans le centre ou dans les milieux de commerce. C'est tout. Sinon, le reste, chacun d'entre eux est assis sur l'argent. De temps en temps, ils viennent voir leur famille, ils descendent à Conakry. Allez-y. Le commerce, c'est insuffisant. Parce qu'il devait y avoir le ruissellement quand même. Ben oui. Voilà, de ces milieux du commerce. Mais là, la situation telle qu'elle est révèle qu'il n'y a pas de ruissellement. Il n'y a rien. Il n'y a pas de ruissellement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ça rentre quelque part, au fur et à mesure, ça disparaît. Voilà. Donc, il n'y a pas de ruissellement. Et comment déjà, j'ai vu la vidéo d'une femme qui a dit être à Matoto, je ne sais où, qui voulait rentrer chez elle. Il y a l'argent sur son compte. Et elle a tourné, elle était allée d'ailleurs pour faire les courses le matin, voilà. Et non, elle n'a pas pu. Et finalement, même pour rentrer chez elle, c'était difficile. Elle est rentrée, elle a fait sa vidéo directe, elle dit qu'elle est fatiguée, elle a marché, je ne sais pas combien de kilomètres. Et in fine, il a trouvé, c'est pas une moto pour rentrer enfin chez elle avec les 2000 francs qui lui restaient. Mais oui. Mais elle n'a plus rien. Ça dit par contre, il y a l'argent sur son compte. Il y a un reportage ici, regardez rapidement. Regardez. Et après, j'ai vu qu'il y a des fonctionnaires aussi, ouais. Voilà, qui sont, voilà, qui faisaient la queue devant une banque ou je sais pas, bah rien. Ça devient, bon, si ça peut aboutir, si ça peut concourir, si vous voulez bien, à l'instruction, mais tant mieux. Ah ouais. Regardez, écoutez. Ça, c'est un reportage d'aujourd'hui. Hein. On va me dire que Bitaka allait chercher dans c'est aujourd'hui. C'est sur Kavi TV. Les Guinéens sont confrontés au manque de petites coupures pour la monnaie. Les essences monétaires sont donc fragilisées pour cause de 25, 50 ou encore 100 francs guinéens. Depuis quelques années, la plus petite monnaie guinéenne est à 500 francs. Pour l'économiste Sidafa Doumbouya, l'instauration de la monnaie électronique est l'approche la plus utilisée en ce moment dans plusieurs pays. C'est pourquoi il soutient cette idée pour la Guinée. Voilà. On vous donne aujourd'hui, vous donne la banque, on vous donne de 5 millions à 500 francs. Le point que ça fait, c'est une chose. Pourquoi produire? Parce que ça a un coût. Pourquoi produire? Parce que les gens utilisent ça. Et pourquoi la monnaie électronique est la bienvenue? Parce que ça résout le problème de petites monnaies pour les échanges. Mais produire un gros parce qu'on a des petites coupures, question de sécurité ou question de fierté, moi en tant qu'économiste, je pense que c'est pas grave. Voici mon point de vue. Pour sa part, le spécialiste sur des questions monétaires, Dr Ken Abdoulaye Bari, soutient la thèse des petites coupures au cash pour, selon lui, alléger les difficultés des consommateurs. Imaginez, quand quelqu'un veut payer un sachet de poivre à 350. 350, il n'y a pas de billet de 50 francs, il n'y a pas de billet de 100 francs. Donc, le vendeur dit 500 francs. Parce que la monnaie n'existe pas. Donc, la petite coupure, là, c'est la meilleure façon, d'abord, de tirer l'inflation par le bas. Quiconque soutient le contraire est en contradiction avec, d'abord, le théorie économique. D'accord? C'est la petite monnaie qui fait la grande économie. C'est pas la grande monnaie qui fait la grande économie. Non, même dans les pays des grands pays du monde, il y a des billets de 1000 $. Mais c'est pas n'importe quel billet de 1000 $. C'est des billets de 5 cents. C'est les petites coupures qu'on peut échanger. D'accord? Il faut qu'il y ait suffisamment de petites monnaies pour permettre aux gens de faire leurs transactions et que si la monnaie est nécessaire, on en donne. Aujourd'hui, quand tu prends un taxi, d'accord, on dit que Mabana, tu peux comparer que c'est 1500. Tu as 2000, on dit qu'il n'y a pas de monnaie. Donc, pratiquement, tu payes encore la combien? À 2000. Qu'est-ce qui a fait cela? Il manque de 500 francs. Pour l'heure, les Guinéens font face à la crise de liquidité qui va depuis un moment. Voilà. Ce qu'il dit là, c'est la production intérieure brute qui permet ça déjà. Et celle-ci n'existe pas. La Guinée produit quoi à part l'or et la bauxite? Quoi? Pour faire revenir, pour vraiment pour que les prix baissent. C'est quand les prix baissent qu'on va aller faire usage à 500 francs parce que c'est qu'aujourd'hui les gens achètent à 1000, à 1500, à 2000. Quand les prix sont en baisse. En fait, ce qu'il veut souligner, c'est le fait
à chaque fois, de payer le prix fort, au-delà, parce que à chaque fois, on te dit, il n'y a pas de monnaie. Donc, ça veut dire, on ne paye pas le même prix. Si, par exemple, je prends le transport, on me dit, il n'y a pas de monnaie, je laisse là-bas 400 francs. Et puis, je vais, il y a le deuxième tronçon, je laisse là-bas aussi 300 francs. Le quatrième tronçon, tronçon parfait aussi, le retour. Et à la fin de la journée, il y a de l'inflation sur l'ensemble de mes transactions. Vous comprenez? Quand je vais aussi acheter dans un magasin, on me dit, il n'y a pas de monnaie. Oui. Vous comprenez? Donc, à chaque fois, je paye plus que le prix normal. Ouais, j'ai compris ça, mais c'est ce que je suis en train de dire. À l'origine de ça, puisque ces 100 francs-là, il l'évoque pour cette situation de monnaie qui cause l'inflation, certes, mais ces 100 francs-là, ou 500 francs, achète quoi? Peut acheter quoi? Peut pas acheter le piment?